de la spécificité des bactéries, de la spécificité antigénique des bactéries. Et puis des molécules également. Bon, les noms sont barbares, on appelle ça des lipopolysaccharides parce que vous avez une partie lipidique et une partie formée de nombreux sucres agencés les uns aux autres, et c'est ça que vont reconnaître nos récepteurs. Donc, pour simplifier, vous retenez que les bactéries ont toute une paroi, mais que cette paroi n'est pas toujours la même, ce qui permet de distinguer des grammes plus et des grammes moins. Alors, je vous dis tout de suite, alors, voilà encore le gramme moins, donc la membrane plasmique, le peptidoglycane, il y en a très peu, vous voyez, c'est ça, et puis la membrane externe. Alors, ce sont ces chaînes-là, avec les molécules qui sont à la base, qui sont des substances toxiques que vont repérer nos récepteurs. Et c'est en particulier ces molécules-là qui constituent ce qu'on appelle des endotoxines. Je me demande pourquoi on les a appelées endotoxines, d'ailleurs, parce qu'elles sont à l'extérieur, mais c'est comme ça. Et ces endotoxines, très souvent, contaminent les vaccins. Alors, quand vous trouvez des endotoxines contaminant des vaccins, ça prouve qu'il y a dans la culture qui a servi à les préparer une contamination bactérienne. La présence d'endotoxines, c'est la signature d'une contamination bactérienne. Alors, pour être un peu plus précis, si on classe les bactéries, ben vous avez, les bactéries ont deux formes. Ou bien ce sont des petites boules, qu'on appelle des coques, ou bien ce sont des petits bâtonnets qu'on appelle des bacilles. Alors dans les coques, ben vous avez toute la série, vous savez, staphylocoque, streptocoque, méningocoque, pneumocoque, etc. Et dans ces coques, eh bien, vous avez les grammes plus et grammes moins. Dans les bactéries, même chose, vous avez des bactéries, grammes plus, grammes moins. Je vous dis tout de suite, je n'ai jamais véritablement mémorisé quels sont les grammes plus et grammes moins, et quand j'en ai besoin, je vais chercher dans l'ouvrage qui les répertorie. Alors, vous voyez, parmi les bactéries coques, vous avez les staphylocoques, qu'on appelle ainsi parce que les petites boules sont groupées comme dans une gramme de raisin. Staphylos, c'est le raisin. Les streptocoques, qui sont en général en chapelet, et parmi les streptocoques, vous avez une sous-catégorie qu'on appelle les pneumocoques, pour lesquels il existe un vaccin qui est le fameux Prevnar. Dans les grammes moins, vous avez les méningocoques, qui sont responsables de la méningite cérébrospinale, c'est la méningite la plus grave. Et dans les bacilles, dans les grammes plus, vous avez le tétanos et diphtérie, et dans les grammes moins, ben, tous les autres que vous connaissez, en particulier la coqueluche et l'hémophilus. Bien, alors vous vous rappellerez bien les images que je vous ai montrées tout à l'heure sur la paroi des bactéries. Vous avez peptidoglycane, lipopolysaccharides, enfin toute une série de molécules qui les caractérisent. Alors, les virus, si on descend. Alors, on descend d'abord dans l'ordre de grandeur de la taille. Naturellement, il y a une grande variation de taille, mais les bactéries, en gros, ça fait 1 millième de millimètre. Ou plusieurs millièmes de millimètre. On a dit encore des micromètres, ou des microns, si vous préférez. Les virus, eux, au contraire, c'est 10 fois plus petit encore, c'est-à-dire, ça peut faire 1/10 de micromètre, c'est-à-dire 100 nanomètres. Donc, vous voyez, ça peut aller de 20 à 400 nanomètres, c'est-à-dire, là, on est très en dessous du millimètre, bien entendu, du micromètre, pardon. Alors, ce qu'il faut retenir des virus, ce sont des organismes qui ne sont pas vivants. Ils ne sont pas autonomes, contrairement aux bactéries. Si on veut avoir des virus, on est obligé de les cultiver dans des cellules. Leur organisation est très simplifiée, puisqu'ils ont un génome, qui est soit de l'ADN, soit l'ARN, il y a de tout. Ils ont une capside autour, une enveloppe protéique, et quelquefois une enveloppe supplémentaire, un peu comme les bactéries. J'ai aussi un petit schéma. Voilà. Alors ça, c'est un virus quelconque, En rouge, vous avez le génome, là, vous avez la capside, et autour, vous avez l'enveloppe. Et comme dans les bactéries, cette enveloppe possède des spicules, des protéines à la surface. Alors, si on descend encore, non, là, il y a quelques exemples. Bon, alors, comme les bactéries, gramme plus ou gramme moins, dans les virus, vous avez des virus enveloppés ou des virus qui ne sont pas enveloppés. Bon, alors là, vous avez tous les virus à partir desquels on fabrique des vaccins. Une petite chose à noter quand même, c'est que tous ces virus pratiquement sont à ARN, sauf deux, l'hépatite B et les papillomavirus. Et ce qui est très curieux, c'est que ce sont deux types de virus
qui ne font pas partie de la même catégorie, puisque les premiers sont enveloppés, les deuxièmes ne le sont pas. Et en plus, ils ont les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que non seulement c'est le même génome, enfin c'est un génome à ADN, mais en plus, lorsqu'ils donnent une infection, cette infection peut se résoudre spontanément dans 90% des cas. Les infections au virus de l'hépatite B ou les infections à papillomavirus, ce qu'on ne dit jamais, bien entendu, c'est qu'elles se résolvent dans 90% des cas sans laisser de traces. C'est une caractéristique commune. Alors, voici un exemple. Bon, c'est très 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 grossi, évidemment, puisque ça fait donc 1/10 de micromètre, c'est-à-dire 1/10 de millimètre. À l'intérieur, vous avez quoi? Les petites... Ça, c'est le virus de la grippe. Donc là, c'est le génome, c'est les petits morceaux d'ARN. Autour, vous avez une capside, et autour, vous avez une enveloppe sur laquelle vous avez deux types de molécules. Une qu'on appelle hémagglutinine, et l'autre qu'on appelle neuraminidase. Pourquoi je vous dis ça? C'est des noms barbares. Bien parce qu'en abrégé, l'hémagglutinine, c'est H, et la neuraminidase, c'est N. Et c'est pour ça que les virus de la grippe ont tous une désignation avec un H et un N. H1, N1, H2, H3, N2, maintenant c'est H7, H9, H7, N9, etc. Ça vient de là. C'est une molécule hémagglutinine d'un côté, neuraminidase de l'autre. Bien, les prions. Les prions, vous savez, c'est la vache folle. Alors les prions, c'est un terme, c'est une abréviation. Mais un prion, c'est un agent pathogène curieux. C'est une protéine. Et on pense mais on n'est pas absolument certain qu'il n'y a pas d'ADN avec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de patrimoine génétique. Mais par contre, un prion, nous avons des prions, normalement. Nous avons des protéines prions, mais qui normalement sont repliées convenablement dans l'espace. Vous savez, une protéine, c'est une chaîne d'acides aminés très longue. Il y a 200, 300 acides aminés, mais elle est repliée un petit peu comme une colonne de laine. Et si une protéine est normalement repliée, ça ne pose pas de problème. Par contre, les prions sont des protéines qui ne sont pas bien repliées. Et ce qui est curieux, c'est qu'une protéine qui n'est pas bien repliée peut induire une déformation dans les protéines normales. C'est comme ça que le prion se manifeste et qu'il devient infectieux. Alors, c'est l'agent responsable de la vache folle, l'encéphalopathie spongiforme bovine, de la tremblante du mouton, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, on en a beaucoup parlé, du courroux. Le courroux, vous savez, c'est une maladie qui sévit du côté des îles des Nouvelles-Hébrides, par là, où la tradition veut que lorsqu'un sujet décède, on consomme une partie de son cerveau, etc. Et ça a été le meilleur moyen, évidemment, pour transmettre les prions contenus dans ce cerveau. C'est une maladie qui est très connue depuis longtemps. Pardon. Voilà. Alors, contre tous ces envahisseurs, comment va-t-on se défendre? Eh bien, il y a deux types de défense. Et ces deux types de défense, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça remonte, vous voyez, à 800 millions d'années. Ce petit graphique, que j'ai pris sur Internet, évidemment, je n'ai pas inventé tout ça, ce petit graphique montre quoi? Il y a deux types, en gros, d'êtres vivants. Avant 450 millions d'années, tous ceux qui sont apparus avant ont des moyens de défense naturelle. Ils ne sont pas désarmés complètement. Et défense naturelle. Alors, parmi ces animaux, vous avez quoi? Vous avez essentiellement un énorme groupe qui est formé par les insectes. Les insectes, on a beaucoup à apprendre des insectes. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, on va tellement en apprendre qu'on va les manger. Vous savez que ça devient à la mode. Eh bien, les insectes ont des moyens de défense naturelle. Et ce qui est curieux, c'est que nous avons les mêmes. Nous en avons d'autres, mais nous avons les mêmes. Même si ce n'est pas exactement les mêmes molécules qui interviennent. Alors, par les insectes, vous avez toute une série d'animaux, les mollusques, les vers, les oursins, etc. Bon. Vous voyez, 95% de ces animaux présentent un mécanisme de défense inné. Donc, qu'ils ont naturellement à la naissance. Par contre,
il y a 450 millions d'années, eh bien, la lignée